Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. La légende du football George Weah a prêté serment hier lundi en tant que président du Libéria dans le plus grand stade de la capitale Monrovia devant des milliers de partisans en liesse et en présence de plusieurs chefs d'État dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Le forum économique de Davos en Suisse s'est ouvert ce mardi devant plusieurs présidents et chefs de gouvernement, dont le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et devant plusieurs hommes d'affaires du monde entier. Le premier ministre indien Narendra Modi a été le premier dirigeant à intervenir. Des négociations sont engagées entre le président sud-africain Jacob Zuma et son parti, le Congrès national africain, qui voudrait mettre un terme avant l'heure à son pouvoir émaillé de scandales. Nous vous le disions à l'instant, la légende du football George Weah a prêté serment hier lundi comme président du Libéria devant le président de la Cour suprême Francis Korpor dans le plus grand stade de la capitale Monrovia devant des milliers de partisans en liesse et plusieurs chefs d'État dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Traoré Mahama Ouattara. C'est devant des milliers de Libériens réunis au stade Samuel Kanyon-Doé de Monrovia que George Taolon Mané Opong Ousmane Weah a prêté serment ce lundi, devenant ainsi le nouveau président de la République du Libéria pour un mandat de 6 ans. Plusieurs chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont également pris part à cette cérémonie d'investiture. L'ex-ballon d'or du football succède ainsi au prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf. Cette passation de pouvoir entre les présidents élus est la première depuis 1944 dans ce pays qui sort de plusieurs années de guerre civile. Âgé de 51 ans, George Weah a déjà porté le destin du football libérien. Mais cette fois, le défi est encore plus grand. Il s'agit de remettre le Libéria sur les rails du développement. Le nouveau président s'est donc engagé à transformer la vie des Libériens. Lutte contre la corruption, éducation, santé, tels sont les grands chantiers qui l'attendent. À l'issue de la cérémonie de prestation de serment, George Weah a reçu les félicitations et les encouragements de ses pairs africains. Pour rappel, c'est le 26 décembre dernier que George Weah a été élu président de la République du Libéria avec plus de 61% des voix. Et voilà, nous vous proposons un extrait de l'intervention du nouveau président libérien George Weah. Ensemble, nous devons à nos concitoyens de la transparence sur des problématiques fondamentales telles que la propriété foncière, la liberté d'expression et la façon dont les ressources naturelles et les responsabilités doivent être partagées. Nous sommes arrivés à cette transition ni par la violence, ni par les armes. Aucune vie n'a été perdue dans le processus. Le sang ne doit jamais être le prix à payer pour la démocratie. Cette transition a été atteinte grâce à la volonté libre et démocratique du peuple libérien, garantie par l'état de droit. Voilà, George Weah a été investi nouveau président du Libéria. La communauté libérienne vivant en Côte d'Ivoire a suivi avec enthousiasme cette étape importante de l'histoire de leur pays. Gabriel Zani. Loin de Monrovia, mais ils n'ont pas voulu se faire compter l'investiture de George Weah, leur nouveau président. Les premiers responsables de la communauté libérienne vivant en Côte d'Ivoire se sont retrouvés chez Robert Vanezokar pour suivre à la télévision cette nouvelle page de l'histoire du pays. Je vais vous assurer que vraiment c'est une nouvelle page en termes de développement, une nouvelle page en termes de vraiment pour se sentir comme des citoyens libériens, une nouvelle page aussi pour voir nouvelle vie au Libéria dans nos pays. George Weah, président, de nombreux Libériens en ont rêvé. Aujourd'hui, ils sont certes satisfaits, mais ils attendent davantage de lui.
Nous sommes très contents parce que pour voir quelqu'un qui fréquentait la communauté libérienne en Côte d'Ivoire, pour que quelqu'un comme ça sorte de nos communautés ici pour devenir le président, c'est-à-dire qu'à la tête de notre pays aujourd'hui, on est très très contents. Donc nous attendons pour voir le développement, la construction de notre pays en termes de la route, les routes soient construites. Et puis aussi pour avoir de l'eau pour notre pays, pour voir aussi Libéria soit vraiment bien connue internationalement. À l'occasion de ses voyages sur Abidjan, l'ex-footballeur rendait visite parfois à ses compatriotes. Des moments qu'ils ne veulent pas voir s'arrêter et qui aiguisent leurs attentes. Georges Weah, là, en tout cas, je sais qu'il va faire le meilleur pour mon pays là. Edith projette aller passer ses vacances avec ses 3 enfants à Monrovia, après 20 ans passés hors de son pays. Elle avait dû fuir la guerre, tout comme Robert. Cet imprimeur vit en Côte d'Ivoire depuis 1989. Je vais partir un jour dans mon pays. Ça me travaille ça. Un jour, je dois partir. Mais pour le moment, je joue là parce que j'ai une société ici, j'ai une imprimerie ici, je travaille ici, il y a des gens qui travaillent pour moi. Pour le moment, j'ai fait ma vie d'ici. Mais après, quand je vois que c'est le développement dans le pays, quand ça va commencer à développer, quand les effets vont commencer à marcher au pays, effectivement, je vais partir au pays. Une insertion professionnelle réussie. Robert Zoka était parmi les premiers exilés libériens en Côte d'Ivoire. De centaines de milliers d'exilés pendant la guerre. Aujourd'hui, il ne reste environ que 2000 Libériens. C'est en 2012 qu'a pris fin le statut de réfugié pour les Libériens. Dans le cadre des préparatifs des opérations électorales de 2018, les élections municipales, régionales et sénatoriales, la commission électorale indépendante reçoit pour une séance de travail les partis politiques ce mardi à son siège d'Abidjan de Plateau. Deuxième grand titre de cette édition, le Forum économique de Davos en Suisse s'est ouvert ce mardi devant plusieurs présidents et chefs de gouvernement, dont le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, et devant plusieurs hommes d'affaires du monde entier. Le président américain Donald Trump est par ailleurs très attendu à Davos. Le Premier ministre indien Narendra Modi a été le premier dirigeant à intervenir ce matin. La Banque mondiale a approuvé hier lundi à Washington un financement d'un montant total de 32 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire pour soutenir les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer la nutrition, le développement cognitif et la scolarité des enfants vulnérables. Jean-Luc Bangbo Kwame. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de l'enfant permettra d'étendre la portée des interventions en faveur de la petite enfance dans 14 régions administratives du nord et du centre de la Côte d'Ivoire, où le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique est le plus élevé du pays. Plus précisément, le projet viendra soutenir les activités communautaires en faveur de la nutrition et de l'éveil du jeune enfant. Il contribuera également à garantir une offre suffisante de services primaires de qualité en matière de santé et de nutrition de la mère et de l'enfant, à financer des programmes de vulgarisation agricole axés sur la production des ménages afin de favoriser la diversification de leur alimentation. Le nouveau projet donnera en outre lieu à un programme de financement conditionné aux résultats afin d'accroître la quantité et la qualité des services de santé et de nutrition en s'attachant spécifiquement à améliorer les interventions destinées aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. Enfin, il contribuera au renforcement des capacités des principales parties prenantes aux plateformes de coordination nationale, régionale et sous-régionale dédiées aux investissements consacrés à la croissance, à la nutrition et au développement de la petite enfance. Le projet approuvé aujourd'hui s'inscrit dans la logique du Plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 adopté par la Côte d'Ivoire. Et cette information, le Fonds monétaire international FMI lui a relevé hier lundi sa prévision de croissance mondiale pour 2018. Après une hausse de 3,7% en 2017, le produit intérieur brut PIB mondial devrait progresser de 3,9% cette année, soit une amélioration de 0,2 points. Mais Christine Lagarde, la directrice générale du fonds, met en garde contre tout laisser-aller. L'année 2017 a été une année prospère et fructueuse pour le ministère du Commerce au regard des actions menées en vue de lutter contre la vie chère. 2018 s'annonce avec de grands chantiers à relever. Justine Seydjike.
La lutte contre la vie chère, la validation de la stratégie AGOA, la mise en place du fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin sont entre autres projets réalisés au cours de l'année écoulée. Une année prospère pour le ministre du Commerce et ses collaborateurs. Les résultats affichés en 2017 résultent d'un environnement favorable, caractérisé par la paix sociale, l'adhésion des personnels à votre vision et à vos méthodes, et par la reconnaissance de la qualité du livrable et des compétences. Au nombre des actions amenées au cours de l'année 2018, la construction du parc d'exposition d'Abidjan, la mise en place de l'assurance crédit à l'exportation, la sécurisation des sites artisanaux, la finalisation du processus de transfèrement de la casse d'Abobo à Ondautré et surtout, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le contrôle permanent des instruments de mesure et la finalisation de la réforme de la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire. En matière de commerce intérieur, il nous faudra finaliser le processus, délivrer la carte du commerçant et opérationnaliser les projets connexes, notamment la mise en place de la mutuelle des commerçants et de différents produits à valeur ajoutée. Renforcer également nos actions dans la lutte contre la vie chère, le succès de la mesure de plafonnement des prix et marges de certains produits de grande consommation devrait nous engager avec plus de rigueur dans la surveillance des marchés, le contrôle des prix et des marges des produits de grande consommation. Les cadres et agents du ministère du Commerce mobilisés autour du ministre Souleymane Diarra-Souba entendent relever ces défis. Justine Seydjiki, Abidjan abrite ce mardi une concertation internationale consacrée à la validation d'un plan directeur de l'aménagement des corridors par le renforcement des infrastructures. Objectif, favoriser le développement des secteurs économiques porteurs pour 4 pays de l'UEMOA. Ce sont le Burkina Faso, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. La Commission nationale des droits de l'homme dispose désormais d'un comité de développement durable. Ce comité a été installé par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Adrienne Grascando. Les bonnes pratiques dans le milieu professionnel et de l'habitat doivent être désormais des réflexes. Notamment, éviter le gaspillage de l'eau en fermant le robinet après usage, ne pas oublier de débrancher le chargeur du portable. Ces réflexes prennent également en compte l'efficacité énergétique qui porte sur l'extinction des lumières lorsqu'on sort des pièces. Ces gestes, les populations sont appelées à les adopter. Pour une meilleure sensibilisation, un comité de développement durable est mis en place. Il a été installé à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable qui lui a déroulé sa feuille de route. Votre mission sera d'analyser la situation du développement durable et de la responsabilité sociétale au sein de votre organisation. Je voudrais vous inviter à respecter votre feuille de route en tant que structure de référence chargée de la protection des droits de l'homme dans notre pays. La qualité de l'air, le maintien de la biodiversité et les changements climatiques constituent des questions d'intérêt national. Nous voulons contribuer efficacement à bâtir pour notre beau pays une économie verte capable d'offrir des solutions nouvelles et préserver notre environnement pour les générations futures. Tous ces gestes vont changer les habitudes en matière de consommation. Ils visent, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, à économiser et à partager de manière équitable les ressources. Allez, rendons-nous maintenant à Bangourou, dans l'indénié Djouablin, où le marché des nuits est régulièrement fréquenté par les habitants de la ville. Ils y vont pour faire des affaires, et de bonnes affaires, nous dit Eugène Atoubé. Il est 17h30 à Bangourou quand dans la ville, le soleil commence à se coucher. Pendant ce temps, au quartier Château, il y a une rue qui semble commencer son réveil. C'est la rue contiguë à la place de la Solidarité, transformée tous les jours à cette heure en terrain de football. Dans une atmosphère de marché, automobilistes, piétons, vendeurs ambulants et motocyclistes se disputent le passage sur cette rue, destination privilégiée des populations d'Abengourou. Si nous n'avons pas ce que nous voulons avoir dans notre quartier, nous sommes obligés de venir là pour chercher pour nos enfants.
Je suis venu chercher une chaussure pour ma fille. Au marché, souvent on trouve des petits trucs qui sont chers. Avec ici, on peut en trouver 3 au même prix. Voilà le vrai visage de la rue appelée marché de nuit. Filmé quelques heures plus tôt, un endroit calme, dans son aspect normal. Mais aussitôt le soleil a disparu dans le ciel, cette rue subit une totale transformation pour devenir cette rue commerçante, bruyante, chaude, attractive même, qui fait la singularité du quartier Château autant qu'il ajoute au pittoresque de la ville. Tous les soirs, le commerce y est roi. Avec ses vedettes, ses vendeurs d'origine ghanéenne pour la plupart, aux techniques de vente bien particulières. Venez voir. Qui comprend chinois? Venez voir. C'est ainsi tous les jours de la semaine, de 17h30 jusque tard dans la soirée en ce lieu, où vendeurs et acheteurs tirent de leur présence de réels bénéfices. Il n'y a pas de honte. Bon, il y a des gens même qui appellent. Tu donnes ton numéro, quand on casse net, on t'appelle, premier choix. Tu viens, tu tries. Et puis, il y a des bons trucs dedans. On dit toujours que c'est les habits des Blancs. Qui n'aime pas porter habits des Blancs? Donc, tout le monde vient ici. On se croise. Les tasses sont un peu réduites. C'est pas comme au grand marché. Comme c'est la nuit seulement, c'est 3 000 par mois. Le marché de nuit d'Abengourou est le lieu de prolongement des activités des petits commerçants du marché central. On y trouve essentiellement des articles issus de la friperie pour tous les âges, tous les goûts, tendance même et à la portée de toutes les bourses. Passant par là, même sans motivation d'achat, il est difficile de résister à l'appel des vendeurs. Difficile aussi de ne pas succomber à la tentation de l'offre. Au fait, je n'étais pas venue pour ça, j'étais de passage. Et puis j'ai vu, puis j'ai commencé à fouiller. Toutes les filles d'Abengourou s'habillent ici. Bon, donc on ne peut pas se cacher pour ça. Premier prix, c'est 1 000 francs, 2 500. Deuxième prix, le même jour, là, le soir, là, c'est 500. Maintenant, deuxième jour, c'est 300. Maintenant, quatrième jour, maintenant, on passe à 500, à 600. Il y a 100 francs. Quand on finit de vendre les 100 francs, le reste, on s'est livré ça à café tout. Qu'on ne s'y trompe pas, le marché de nuit, ce n'est pas essentiellement la friperie. Si vous voulez des articles neufs, vous en trouverez dans les magasins qui bordent la rue, attractifs et bien achalandés, mais supportant difficilement la concurrence. S'habiller aujourd'hui dans la friperie à Abengourou est depuis bien longtemps un art de vivre. Et le marché de nuit s'y prête à merveille. Il y a pénurie d'eau à Tinengue, pénurie d'eau potable bien sûr à Tinengue. Pour protester, les fonctionnaires ont arrêté tout simplement le travail. Soro Corona, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké, regardez. Touré Pascal est fonctionnaire à Tinengue depuis 2010. En 8 ans de présence, il doit se battre quotidiennement pour s'approvisionner en eau potable. À Tinengue, les années passent et se ressemblent en matière d'accès à l'eau potable. À partir du mois de décembre jusqu'à fin mars, nous avons un problème d'eau à Tinengue. Bon, nous nous débrouillons. Les femmes vont chercher de l'eau dans les puits, s'il y en a. Souvent, on reste au dehors jusqu'à 2 h du matin pour pouvoir avoir de l'eau. Si nous ne creusons pas un trou, puisque la pression d'eau est vraiment faible, voilà, nous faisons comme ça là, quand l'eau vient, nous recueillons dans une bassine. Il faut rester là, il faut veiller. Jusqu'à 2 h, 3 h, enfin jusqu'au petit matin. On a oublié de faire du feu, on va rester là au chaud, on va avoir l'eau dans ces temps-là. Bakary Souloué a quant à lui creusé un puits pour amoindrir sa souffrance. Un point d'eau qui sert à tout le quartier. On se lève à 4 h, je réveille les enfants, ils prennent un certain nombre de bidons, on remplit la barrique et puis on laisse le puits ouvert toute la journée. Maintenant, les femmes du quartier, bon, elles passent toute la journée ici. Hier même là, moi je me suis promenée. C'est une qui fait seulement hier eu. Donc j'ai préparé à 23 h, les enfants ont mangé. Souvent on dort même sans manger parce qu'il n'y a pas l'eau. Les installations des années 80 ne répondent plus aux besoins d'une population estimée à plus de 18 000 âmes. Les travaux entamés en 2015 par le programme présidentiel d'urgence PPU pour régler cette difficulté sont en veilleuse. Il ne reste pas grand-chose. Si déjà on a tiré la ligne pour envoyer dans le village où il y a le forage, ça veut dire qu'il faut placer 2 poteaux, un transfo et puis l'équipement sur la clôture et puis
alimentés. Pour crier leur ras-le-bol, les fonctionnaires et agents de l'État en service dans cette localité ont marché dans les rues de Tieningwe. Administration publique et établissements scolaires sont restés porte close. Une seule solution pour régler définitivement cette équation qui dure depuis des décennies. Si l'État pouvait m'entendre, demander qu'il fasse tout pour que le forage, les travaux de finition du forage de Bakao puissent être conclus pour le bien de la population. En attendant le redémarrage des travaux pour raccorder les ménages aux nouvelles installations, le calvaire des fonctionnaires de Tieningwe continue. Une situation qui va s'empirer avec la longue saison sèche qui vient de débuter. Les jeunes de la sous-préfecture de Sikolo, c'est dans le département de Kong, ils étaient en conclave. Au menu de cette rencontre des assises pour faire le diagnostic et des propositions pour le développement de leur localité. Soro Corona, Christ Larsen. Créer un cadre d'échange et de concertation permanent afin de mobiliser toutes les forces vives autour du développement. Raison principale de la tenue de la première édition des Assises de la jeunesse de la sous-préfecture de Sikolo. Cette rencontre, pour faire un état des lieux complet du développement, a réuni tous les ressortissants de Sikolo venus de toute la Côte d'Ivoire. Il était important de se retrouver, de discuter des problèmes de développement et surtout de poser les bases qui sont des bases importantes pour l'amélioration non seulement des conditions des jeunes au niveau de la sous-préfecture, mais également pour réfléchir ensemble de ce que la jeunesse pourrait faire. Des panels et des conférences ont permis de passer en revue toutes les questions liées au développement. À travers des débats ouverts et francs, des sillons de développement ont été donc tracés. Ce séminaire a permis de dégager des axes de réflexion, a permis de dégager des perspectives qui, si elles sont mises en œuvre, vont permettre l'édification d'une sous-préfecture encore plus solidaire. Représentant le ministre des Affaires présidentielles, le député de Kong a salué l'initiative et exhorté les jeunes à plus d'engagement pour le développement local. Le ministre des Affaires présidentielles a relevé partout où il passe que le préalable au développement, c'est la cohésion. Il serait vraiment regrettable que les jeunes du département de Kong ne puissent pas s'unir pour capter les opportunités qui puissent s'offrir à elles. Les panélistes, les conférenciers, les autorités administratives et élus locaux comptent organiser ces assises dans toutes les sous-préfectures du département de Kong. Après les départements d'Issia et de Biankouma, le département de Tangrela va disposer à son tour de sa maison du vivre ensemble, une institution de règlement de conflits et de promotion des valeurs, de la cohésion sociale et de la paix. Kwasi Mamadou. Le département de Tangrela est confronté depuis ces dernières années à de nombreux conflits. Conflits liés au foncier et aussi entre les éleveurs et les agriculteurs. Dans quelques mois, une bâtisse dénommée la Maison du Vivre Ensemble sortira de terre. Une institution qui servira de cadre de règlement de conflits, de promotion de la cohésion sociale et de la paix. Même si les parents, vraiment, on cherche Dieu pour que nous aide. Avec la dialogue, on va régler, pour mettre ensemble, pour régler tous les palabres qui rentrent chacun de nous. La ministre Maria Toukouni a saisi l'occasion pour inviter les chefs de communauté et les chefs traditionnels à promouvoir les valeurs de paix pour le développement de la région de la Bagoué. Jouer ce rôle qui est celui d'être des artisans de paix pour la prévention et la gestion des conflits. Dans notre cher Bagoué, donc jouez votre rôle dans la prévention. Et si par extraordinaire ce conflit venait à naître, vous devez nous aider rapidement à éteindre le feu afin que nous ayons une paix durable dans la Bagoué, parce que c'est grâce à la paix, grâce à la stabilité que le développement que nous souhaitons peut arriver. Et donc je voudrais vous encourager, les chefs, à entretenir la paix. Cette initiative du gouvernement est bien appréciée par les cadres de la région de la Bagoué, plus que jamais engagés à jouer la carte de l'unité et de la cohésion pour l'amélioration des conditions de vie de leurs parents. Cette maison apportera plus de convivialité entre nos chefs traditionnels et bien sûr entre les différentes communautés qui forment le département de Tangrela. C'est la première et que nous avons fait la demande pour une dizaine de maisons dans la région de la Bagoué pour justement donner des outils aux chefs
pour régler les conflits. Mais il faut dire que ça existait déjà ce qu'on appelle l'arbre à palabre. En fait, c'est rien d'autre que le remplacement de l'arbre à palabre par des maisons. En plus de la construction de la maison du vivre ensemble, le département de Tengrela va bénéficier de 2 autres projets communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale. Cette cérémonie de lancement des travaux a permis à la ministre de la Femme, la protection de l'enfant et de la solidarité, Maria Toukoni, de remettre les chèques aux structures en charge de la réalisation des travaux. La maison coloniale de Boundiali, en attente de réhabilitation, est partie en fumée. Dimanche dernier, le préfet des régions s'est rendu sur les lieux. Les enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes justement de cet incendie. Restons avec Kwasi Mamadou. Il y a seulement quelques jours, un reportage sur nos antennes nous présentait le bâtiment colonial de Boundiali à réhabiliter. Ce lundi matin au réveil, c'est la stupéfaction pour certains habitants de Boundiali. Le vieux bâtiment a été ravagé par le feu. Tous les travaux entamés pour la réhabilitation sont partis en fumée. À l'époque, il fallait 100 millions. Lors des reportages, on était déjà à une estimation de 150 millions. Aujourd'hui, vu les dégâts causés par le feu, ce chiffre n'est plus d'actualité. Donc il y aura une réévaluation et bien sûr, nous continuerons les démarches pour la réhabilitation de ces joyaux architecturaux dont nous avons hérité du colon. Certaines sources parlent d'incendies liés à la chasse de rats. Dans tous les cas, le préfet de la région venu visiter le site annonce des enquêtes. L'origine du feu, on s'interroge encore. Je vais confier l'affaire à la police pour mener des enquêtes et nous aurons les résultats. Mais j'ai pensé aussi à un incendie criminel. Si tel était le cas, ce serait un véritable crime qui sera puni sévèrement. En plus du bâtiment principal, toute la cour a subi les effets des flammes. Pour rappel, ce bâtiment colonial a servi de logement pour les différents préfets qui sont succédés à Boundiali jusqu'à la crise de 2002. Une bâtisse qui attendait d'être rénovée pour servir de logement pour le préfet ou d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, parlons maintenant de la messe de clôture de la 108e conférence épiscopale qui s'est tenue à Bouaké. C'est avec Hassan Khan et Christ Larsen. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké archi-comble. La raison, la fin des travaux de la 108e assemblée plénière de la conférence des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. À travers une messe d'action de grâce, les hommes de Dieu venus de tout le pays ont tenu à exprimer leur gratitude au Seigneur. Gratitude pour le bon déroulement des assises. Des assises qui se sont déroulées du 15 au 21 janvier 2018 à Bouaké autour du thème « La catéchèse au service de l'évangélisation ». La célébration eucharistique était placée sur le signe de la réconciliation nationale. Le célébrant dans son homélie a donc invité les fidèles à faire preuve d'amour pour un climat social apaisé. Nul ne peut être heureux sans son frère. Nul ne peut être heureux contre son frère. Quel beau pays on aurait. Quel bonheur ce serait. Côte d'Ivoire, terre d'espérance. Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Les autorités présentes ont félicité le prélat ivoirien pour son engagement en faveur de la paix sociale. Ces éminences qui sont venues prier pour nous, pour la Côte d'Ivoire, nous donnent encore le chemin à suivre. Que Dieu entende toutes les prières et bénisse tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons vivement avec lui que la Côte d'Ivoire soit effectivement une nation arc-en-ciel. C'est le district autonome de Yamoussoukro qui accueillera la 109e assemblée plénière de la conférence des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire en mars prochain. Voilà, terminons avec cette information. Des négociations sont engagées entre le président sud-africain Jacob Zuma et son parti politique, le Congrès national africain ANC, qui voudrait mettre un terme avant l'heure à son pouvoir émaillé de scandales. Pour rappel, il reste un peu plus d'un an avant l'élection présidentielle dans ce pays, l'Afrique du Sud. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Sylvie Touré. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.